Eureka avec Viteos. 10 ans à vos côtés. Oh, ça grimpe beaucoup trop là. Ah, si seulement ce vieux biclou avait un moteur électrique. Eureka. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. On s'intéresse aujourd'hui aux véhicules électriques de loisirs qui participent à l'amélioration des technologies dans le domaine de la mobilité verte. On prendra un bon bol d'air avec Stéphane Genoux, un des pionniers de l'ULM électrique dans le Valais. On évoquera également la collaboration entre les chercheurs de l'EPFL à Sion et le groupe automobile PSA. Mais d'abord, direction La Chaux-de-Fonds pour parler vélo électrique. Le vélo à assistance électrique fait de plus en plus d'adeptes. Notre premier témoin le constate au quotidien. Alexandre Rognon, grand passionné de cyclisme, a un magasin de vélos à La Chaux-de-Fonds. Nous sommes allés le rencontrer dans la forêt sur les hauteurs de la métropole horlogère. Il y a vraiment, je pense, une explosion quand même du marché pour le marché suisse et européen cette année, pour vraiment la pratique sportive et la pratique plein air, plus que la pratique urbaine qu'on avait déjà, qui se faisait déjà en utilitaire depuis une dizaine d'années. Et la question importante quand on parle de vélo électrique, c'est la batterie, bien sûr, l'autonomie. On en est où technologiquement parlant? Alors ça avance toujours, il y a toujours des progrès au niveau de l'autonomie, de la puissance en fait des batteries. Après, ça va énormément changer en fonction du poids de la personne, le niveau d'assistance souhaité, du terrain souhaité. En revanche, ce que vous pouvez me dire, c'est le temps de recharge du vélo. La batterie la plus commune pour une pratique sportive, ça va être une batterie de 500 watts. Avec un chargeur standard, on va être, si elle est vide, à 4h30 de rechargement. Sachant que le coût de rechargement va se situer entre 15 maxi 20 centimes pour la recharge. Il y a quand même quelques inconvénients avec un vélo électrique. Ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'un vélo. C'est quoi le prix moyen d'un vélo comme celui-là? Le minimum va se situer environ vers les 2700 francs. Pour avoir vraiment quelque chose pour une pratique sportive en urbain, on va être plutôt vers les 2005. Et pour un VTT, les premiers VTT vont être à peu près vers les 2700-2800 francs. Alors, est-ce que vous rencontrez dans votre quotidien des gens qui viennent aussi pour remplacer la voiture finalement et faire de la mobilité verte quoi, avec ce vélo électrique? Alors déjà ça le faisait avec un vélo normal, mais ça paraissait moins accessible pour chacun. Maintenant avec le vélo assistance électrique, ça ouvre cette possibilité à beaucoup plus. Est-ce qu'on peut dire qu'en Suisse, on fait partie des pionniers de l'utilisation du vélo électrique quand on sait que Fabian Cancellara, un coureur professionnel, a longtemps été soupçonné d'avoir utilisé un moteur électrique dans son vélo sur le Tour des Flandres, je crois en 2010. Oui, j'avais vu ça, oui, c'est juste, je ne dirais rien. Mais autrement, je dirais que oui, alors en tant que pionnier au niveau du vélo assistance électrique, je pense que la Suisse est un des meilleurs pays dans ce sens-là. Et on voit même que l'Europe est bien en avance sur les États-Unis. Alors avec l'augmentation de l'utilisation de ce type de machine, forcément les accidents augmentent aussi, notamment en milieu urbain. Est-ce que ça peut être un frein à votre avis? Je ne sais pas si c'est un réel frein. On verra l'évolution au niveau des villes. Je pense qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Si on facilite la circulation, si on augmente le nombre de pistes cyclables. Si on les élargit aussi? Aussi. Là, on va augmenter aussi la pratique parce que beaucoup vont se sentir davantage en confiance. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. Voilà, on se dirige maintenant dans le Valais à la rencontre de notre deuxième témoin, Stéphane Genoux, avec qui on va prendre un peu de hauteur puisqu'il fait partie des pionniers de l'ULM électrique en Suisse romande. Bon, j'espère que je vais avoir assez de batterie quand même. C'est parti! Bonjour! Bonjour. C'est Genoux, comment allez-vous? Merci de nous accueillir. Nickel, avec le soleil, ça va toujours. Stéphane Genoux est aussi professeur, responsable du management de l'énergie à la HES-SO Valais à Sion. En parallèle à ses activités académiques, il a également créé plusieurs sociétés dans les domaines de l'énergie. Stéphane Genoux, expliquez-nous d'où vous vient cette passion pour l'ULM. Un rêve d'enfant. J'ai commencé à voler avec un parasol. Très original. Ouais. Ah, le parasol, ça volait pas tellement. Ouais. Je me suis bien écrasé d'ailleurs. Et puis après, dès que j'ai pu faire mon brevet de Delta d'abord, après parapente, avion.
Et puis quand on a pu voler en Suisse avec ces machines, je m'en suis payé une. Si on avait été quelques décennies auparavant, vous auriez fait partie de ces pionniers qui s'est lancé de la Tour Eiffel, j'ai eu cette image en tête. Mais... Faucheurs de marguerite, comme on les appelle aussi. Mais c'est un peu l'esprit, hein. Ces machines, en fait, elles sont vraiment récentes, ça fait pas très longtemps qu'elles ont été conçues. On vole avec ça depuis maintenant 1 année et demie. Alors rappelez-nous techniquement comment c'est conçu. En fait, vous avez une batterie qui est le cœur du système. Le moteur qui est un moteur assez original, qui est aussi construit pour la machine. Et puis j'ai une hélice en bec de canard qui se plie et qui permet, quand je suis en l'air et puis que j'ai des thermiques, d'arrêter ma consommation électrique. Donc ma machine elle est à l'attente et le moteur en fait il redémarre sur une simple commande. D'accord, comme un parapente, vous utilisez les courants pour remonter en fait. Comme un planeur électrique, quand je vole avec des avions, des fois on profite aussi des courants ascendants. On fait la même chose avec l'ULM électrique. Alors avec une batterie comme vous avez sur cet engin, vous avez quelle autonomie ? À peu près une demi-heure de vol. Aujourd'hui, vraiment le gros problème, c'est le poids des batteries et puis c'est encore la capacité des batteries. Il y a beaucoup de recherches qui se font là-dedans, on essaie de réfléchir. Alors entre autres au laboratoire de la HESSO, mais aussi les PFL, ils ont un laboratoire avec des batteries redox ou avec 2 liquides qui se mélangent, qui créent de l'électricité, c'est chimique, mais c'est pas du tout adapté au vol, c'est beaucoup trop lourd. Donc. Alors l'objectif finalement aussi de tout ça, c'est de prouver que l'aviation propre, c'est possible. L'aviation propre, c'est possible, en particulier pour les machines qui font de l'écolage, parce qu'on ne fait pas de la distance, on fait que des tours de piste. Par contre, pour faire de la distance, c'est-à-dire pour aller voyager, c'est pas idéal parce qu'évidemment nos batteries pour l'instant n'ont pas la capacité. Il y a des machines qui sont prévues maintenant en vol autonome. Une machine allemande, c'est un gros drone en guillemets qui peut embarquer 2 passagers. Si je suis capable de voler avec une machine électrique, je peux faire plein d'autres choses avec, donc les vélos, les voitures, les camions, les cars. Donc c'est tout à fait possible. Et on a aujourd'hui des problèmes pour rentabiliser nos barrages parce qu'on n'a pas assez d'énergie qui est consommée et qu'ils n'arrivent pas à rentabiliser nos barrages en partie à cause de ça. C'est tout à fait une solution élégante pour dire plutôt que de faire venir du pétrole du Moyen-Orient, utilisons l'énergie qu'on a ici, c'est beaucoup plus logique. Utiliser directement l'électricité produite localement. Logique, oui. Mais cette énergie, quand on en fabrique trop, on doit pouvoir la stocker, non ? En effet, quand on fabrique l'électricité dans de trop grandes quantités, par exemple en été, quand les panneaux solaires produisent plus que ce qu'on a besoin, ou pour la production hydroélectrique à la fonte des neiges, eh bien cette énergie en surplus, il faudrait pouvoir la stocker. Les scientifiques, bien sûr, ont des pistes. C'est le cas de notre 3e témoin, le professeur François Maréchal de l'EPFL à Sion. En été, on va produire du carburant à partir du soleil ou à partir de l'excédent des barrages. Et on va reproduire à partir de cette quantité d'énergie stockée sous forme de carburant, de l'électricité en hiver ou des services énergétiques en hiver. Cette technique de stockage de l'énergie sous forme de carburant pourrait aussi permettre d'améliorer l'autonomie des batteries des voitures électriques. Avec son équipe, le professeur Maréchal a travaillé sur un projet de ce type avec un constructeur automobile. On a fait des études notamment avec Peugeot Citroën qui montrent qu'avec une pile à combustible, on peut fournir toute l'électricité nécessaire pour avoir une voiture qui a une autonomie de 2000 km. Dans ce cas-là, on aura un carburant qui sera dans un réservoir qui va être converti en électricité avec une pile à combustible. Nous, on montre qu'on peut aller jusqu'à 80% de rendement en production d'électricité. Cette électricité permettra de charger les batteries et puis les batteries, elles vont fournir la puissance au véhicule quand on a besoin de monter et quand on a besoin de descendre, elles vont récupérer l'énergie. Donc on aura un système qui deviendra très efficace. Avec ce système, les chercheurs de l'EPFL vont même encore plus loin. Ils pensent que les voitures électriques de demain seront à la fois un moyen de stocker l'énergie et de véritables centrales électriques. Quand la voiture sera à l'arrêt, c'est-à-dire la plupart du temps, eh bien, elle sera une centrale électrique et une batterie pour le système énergétique global, puisqu'on pourra la connecter sur le réseau, on pourra lui demander de produire l'électricité si on en a besoin, on pourra lui demander de stocker l'électricité si elle est disponible. Donc on aura un système qui sera encore beaucoup plus efficace globalement. La science progresse notamment dans la recherche sur les batteries et sur le nécessaire besoin de stocker toujours plus d'énergie dans des espaces de plus en plus réduits. Selon le professeur François Maréchal, cette batterie que nous utilisons sur nos caméras sera dans moins de 10 ans 4 à 5 fois plus petite et fournira même davantage de puissance qu'actuellement. Une bonne nouvelle, même avec le poids des années, on se sentira plus léger. Eureka, c'est terminé. On se retrouve dès le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Ciao!
C'était Eureka avec Viteos. 10 ans à vos côtés.